Bien, bonjour à tous. On va commencer notre session, notre webinaire d'aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Laurent Marionnet, le directeur de la Chambre de commerce luso-française basée au Portugal. Et j'ai le plaisir de vous accueillir ce matin avec Camille de expat.com qui va organiser et animer ce webinaire ce matin sur le thème de préparer son expatriation au Portugal. On va traiter un peu, vous savez que le Portugal, c'est un pays qui accueille beaucoup de Français, beaucoup d'étrangers, mais ça se prépare, même si c'est un pays européen et comme toute expatriation, c'est une décision qui peut être lourde à prendre ou qui doit être mûrement réfléchie de toute façon. La Chambre de commerce, nous, on est basé donc à Lisbonne et on a aussi un bureau à Porto. On fait partie de ce réseau de chambres de commerce françaises à l'étranger, qui est un réseau privé, qui est un club d'affaires. On compte ici au Portugal un peu plus de 700 membres et on accompagne principalement les entreprises qui souhaitent s'implanter, développer leurs affaires au Portugal. Donc voilà, on est aussi là pour vous accompagner sur place, mais aussi en partenariat avec expat.com, qu'on connaît depuis très longtemps et qui répond à beaucoup de questions des candidats à l'expatriation. Donc je vais tout de suite passer la parole à Camille qui va pouvoir commencer sa présentation. Camille, c'est à vous. Merci Laurent, bonjour à tous. Donc, je suis Camille Segré, je suis responsable communication et partenariat chez expat.com. Pour vous donner un petit peu une idée, je suis dans l'expatriation depuis 2017. J'ai eu différentes expériences en passant par l'échange universitaire, le stage, le VIE et l'emploi à l'étranger. Donc, je suis arrivée tout naturellement chez expat.com. Et donc, expat.com, c'est le site de référence de la vie à l'étranger. C'est-à-dire que Julien Fallu, le fondateur, a profité de son expérience personnelle quand il s'est expatrié il y a une vingtaine d'années maintenant. Il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup d'informations lorsqu'on s'expatriait et il a décidé de mettre son expérience au service des autres pour que tout le monde puisse avoir accès aux informations. Donc, via un site internet, toutes les informations elles sont gratuites et on y trouve toutes les informations en tout genre. Ça permet de mettre en relation les personnes qui veulent s'expatrier, les personnes qui sont déjà expatriées, pour prendre un peu la température avant de se lancer. Ça peut être rassurant. Et on a aussi beaucoup de services qui sont disponibles sur le site internet pour vous aider à préparer votre expatriation. Du coup, toute notre équipe est expérimentée dans le domaine de l'expatriation. Donc, on est là pour vous guider pas à pas dans l'expatriation. Et donc, on va voir ensemble aujourd'hui comment préparer votre expatriation pour le Portugal. Alors, d'abord, l'expatriation, il faut le savoir, ça peut être une source de stress. C'est normal parce que ça reste toujours un saut dans l'inconnu, même si c'est proche de chez nous, il y a toujours une petite part d'inconnu. Mais il faut quand même passer le cap, faire le grand saut parce que ça reste une belle aventure. Et la clé de tout ça, c'est la préparation. Donc, pour vous donner un petit peu de contexte, les Français au Portugal, c'est la 8e communauté étrangère la plus importante du pays. C'est-à-dire qu'on est très représenté au Portugal. L'ambassade estime entre 50 000 et 60 000 Français sur le territoire portugais au total. Les chiffres varient, mais ne font qu'augmenter d'année en année. Au niveau des profils, ils sont très variés, mais on a quand même une majorité de retraités et de populations actives qualifiées, qui soient salariés, mais aussi entrepreneurs. Bien sûr, on a aussi des étudiants, des conjoints, voilà, il y a de tout, mais la majorité reste les retraités et la population active. Et en général, cette population-là va s'installer à Lisbonne, à Porto ou en Algarve, même si on a aussi, bien sûr, des Français qui peuvent être dans le centre ou dans les régions autonomes comme Madère ou encore les Açores. Voilà donc pour le contexte des Français au Portugal. Alors, ensuite, on va voir ensemble quels sont les critères qui ressortent quand on demande aux Français pourquoi ils choisissent le Portugal. Notamment, celui qui ressort énormément va être la qualité de vie par rapport au coût de la vie qui est quand même moins cher qu'en France. On estime entre 20 et 25% moins cher qu'en France. Donc, c'est important à prendre en compte. On a aussi un climat tempéré toute l'année. Il fait ni trop chaud, ni trop froid. On est bien, on y vit bien. On peut citer également la richesse culturelle du pays, donc que ce soit sur l'architecture, l'histoire, la culture, il y a vraiment plein de choses à découvrir, les paysages, la gastronomie, voilà, on ne s'ennuie pas, il y a de quoi faire. Il
Il y a aussi le système de santé qui est important, qui est de qualité, même si on note que pour trouver des spécialités, parfois ça peut être un petit peu long, mais la qualité des soins est là, il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur la santé. Ensuite, on a aussi un point qui ressort énormément, c'est l'hospitalité et l'amabilité des locaux, ce qui est très important parce que ça va aussi jouer sur l'intégration quand on arrive au Portugal. Donc, c'est un point très important et les Portugais sont accessibles, ils sont prêts à vous aider. Donc, voilà, c'est un point à souligner. Il y a aussi la sécurité du pays et la stabilité. Ce n'est pas un pays qui est en guerre, le pays est très stable, il n'y a pas une criminalité débordante. Il faut faire attention dans les grandes villes, mais comme partout en France. Mais globalement, le Portugal est un pays très stable. Donc, pas d'inquiétude à ce niveau-là non plus. Et puis, sur d'autres aspects, donc on a bien sûr la fiscalité qui ressort énormément, mais il ne faut pas s'expatrier uniquement pour cela. Ça ne doit pas être le cœur de votre expatriation. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des avantages à noter, donc il faut se renseigner dessus. Mais également sur l'accès à la propriété. Il est assez aisé d'obtenir une maison, d'acheter une maison, mais aussi de s'installer. Donc c'est pratique pour vraiment être bien installé au Portugal et faire votre prochaine maison. Et puis aussi, un autre point très important, c'est la proximité géographique avec la France. C'est-à-dire que quand on s'expatrie, un des points de doute qu'on peut avoir, ça va être l'éloignement avec la famille, les proches de façon générale. Et c'est vrai que le fait d'être à proximité de la France, ça peut rassurer énormément parce qu'en 2 heures de vol, vous pouvez rentrer en France, vous pouvez prendre la voiture, vous pouvez voilà, être en moins d'une journée à côté de vos proches. Donc, c'est vraiment un gros point, je trouve, pour se décider sur le Portugal. Et puis, un autre point auquel on pense un petit peu moins, mais je trouve qu'il y a une importance capitale, c'est le fait que ce soit un pays vert qui mise quand même beaucoup sur les énergies renouvelables. Et je trouve que c'est de plus en plus important à présent de prendre en compte aussi ces points-là. Voilà sur les points pour le Portugal. Alors, ensuite, donc là, on va insister énormément sur la préparation pour vous expatrier au Portugal. Il faut savoir qu'un projet d'expatriation, ça se prépare en amont et c'est essentiel pour pouvoir partir serein. C'est-à-dire qu'il faut vous poser les bonnes questions et construire votre projet pour ne pas arriver et être perdu. Et plus vous vous préparez en amont et plus vous serez serein à l'arrivée. Alors, tout d'abord, la première chose dont vous devez vous demander, c'est quel est votre projet. Vous ne pouvez pas juste partir pour partir, il ne faut pas fuir la France, mais il faut construire un vrai projet pour avoir un projet construit au Portugal. Donc, vous pouvez partir soit pour des motivations professionnelles, donc pour un emploi, pour entreprendre, pour explorer d'autres horizons professionnels. Vous pouvez aussi partir pour des raisons familiales ou affectives, ou encore pour les études, ou bien la retraite, par exemple. Il y a plein de raisons, c'est à vous de la déterminer pour pouvoir construire votre projet, c'est essentiel. Donc là, à l'heure actuelle, la première motivation, c'est souvent l'emploi. Il faut le savoir, c'est vraiment un point clé. Mais la retraite fonctionne aussi très bien parce qu'on va rechercher une meilleure qualité de vie, un meilleur cadre de vie. Donc, c'est aussi une des grosses raisons qui ressort dans l'expatriation au Portugal. Voilà sur les motivations. Ensuite, la deuxième clé pour la préparation, ça va être de vous informer. C'est très important de vous informer. Il ne faut pas partir sans avoir connaissance de ce qui vous attend, sans avoir connaissance du système local. Donc, pour vous informer, vous pouvez vous tourner vers les institutions de type ambassade ou encore la CCI que nous avons aujourd'hui avec nous, mais également les institutions locales qui pourront vous aiguiller sur les démarches un petit peu plus spécifiques. Ensuite, donc ça, c'est vraiment sur le côté institution, vous êtes sûr de la qualité des informations. Ce ne sont pas des informations qui sortent de n'importe où, elles sont vérifiées, elles sont mises à jour. Donc ensuite, vous avez sur un autre aspect les informations que vous pouvez trouver sur Internet. Donc attention à ce que vous trouvez sur Internet, il faut toujours vérifier. Et forcément, je vais vous recommander de visiter le site expat.com sur lequel vous allez trouver plein d'informations que nous mettons à jour régulièrement grâce à des expatriés qui sont sur place, qui nous aident à les maintenir à jour. Et donc, sur expat.com, vous allez pouvoir trouver un guide sur le Portugal, donc qui va vous aiguiller sur toutes les démarches de type visa,
titre de séjour, le véhicule, les assurances. Vous y trouverez tout ce qu'il faut savoir. Ensuite, sur le site, vous avez aussi des services dédiés. Par exemple, si vous cherchez un déménageur, vous pouvez en trouver. On ne vend pas nous-mêmes de services, on vous recommande juste des partenaires que l'on a pour vous expatrier. Vous avez aussi une section emploi et petites annonces si vous recherchez un petit peu plus pour construire votre projet. Et la partie la plus importante que je vous recommande, c'est le forum. Pourquoi le forum? Parce que vous pourriez vous mettre en contact avec d'autres expatriés qui sont déjà sur place, qui vont pouvoir vous aiguiller sur leur expérience. Comment eux, ils l'ont vécu, à quoi ils ont fait appel, quelles ont été les démarches qu'ils ont fait, quels problèmes ils ont rencontrés, quelles solutions ils ont apportées à ces problèmes-là. C'est vraiment très important pour vous rassurer avant de partir. Donc voilà, renseignez-vous, documentez-vous, prenez le temps de faire ces recherches, c'est primordial et vous verrez que ce sera beaucoup plus simple après pour comprendre tout ce qui vous attend et ne pas découvrir les choses au fur et à mesure. Voilà sur les informations. Alors, donc pour vous aider à préparer votre expatriation au Portugal, on vous a fait une petite checklist. Elle n'est pas exhaustive, c'est juste pour vous aider à penser à tous les types de démarches auxquelles il faut penser avant de s'expatrier. Donc, on va voir tout ça ensemble, on va les décortiquer petit à petit. Je répondrai à vos questions à la fin si vous en avez, bien évidemment. Alors, donc notre première ligne de la liste, c'est les documents. Il faut bien penser à prendre avec vous tous les documents dont vous pourriez avoir besoin, qu'ils soient sur votre identité, passeport, carte d'identité. Pensez bien à regarder qu'ils soient en cours de validité. S'ils ne le sont pas, on vérifie comment on fait pour les mettre à jour, combien de temps, etc. Pensez-y bien parce qu'on peut vite se retrouver bloqué par une petite chose qui peut sembler anodine. Voilà, prenez aussi votre permis de conduire, le livret de famille, les extraits d'actes de naissance, de mariage si vous en avez un. Vous pouvez faire des photocopies certifiées de vos diplômes. Ça peut servir notamment beaucoup dans le cadre de l'emploi. Ça peut être demandé. Si vous avez des enfants, pensez à prendre leur dossier scolaire. Si vous avez des traitements, des soins, tout ce qui est ordonnance, il faut toujours les avoir avec vous. Pensez également à toujours avoir une copie de vos documents avec vous. C'est important parce que si vous perdez vos documents, si vous avez un dégât des eaux, quelque chose, il faut que vous puissiez avoir une copie de ces documents. Donc voilà sur la documentation. Ensuite, deuxième point sur les formalités administratives. Alors là, je vous ai fait une liste, elle pourrait être infinie. Cela va toujours bien sûr dépendre de votre profil et de votre projet. Il faudra adapter selon ça. Donc sur les formalités, il faut vous renseigner sur le titre de séjour. Est-ce que vous avez besoin d'un titre de séjour ou non? Si oui, lequel? Je pense notamment au GROU, le certificat de résident européen, pour les séjours plus de 3 mois, par exemple. Donc, il faut pour ça vous renseigner auprès de la mairie locale sur la ville que vous visez pour votre expatriation. Et puis, si besoin, est-ce que vous avez besoin d'une attestation de résidence, par exemple? Tout ça, il faut vous renseigner en amont pour pouvoir anticiper toutes les démarches à faire. Un second point, c'est l'inscription consulaire. Alors, ce n'est pas obligatoire et je sais que beaucoup de monde n'y pense pas forcément. Je crois que la moitié des Français ne sont pas forcément inscrits au consulat actuellement. Nous, on le recommande parce que c'est très important si vous avez besoin de réaliser des démarches. Je vous parlais tout à l'heure des passeports à jour. Exemple typique, si vous avez un problème avec votre passeport, c'est bien d'être sur la liste consulaire. Ça peut être aussi utile en cas de catastrophe. On l'a bien vu avec le Covid sur les années précédentes. C'est très important que l'ambassade sache où vous êtes. Et puis, ça permet aussi d'avoir vos droits civiques, c'est-à-dire que vous pouvez voter. Donc, voilà, pensez-y. Ce n'est pas une obligation, mais c'est vraiment un point important auquel il faut penser. Autre point sur les formalités, ça va être le changement de domicile. Donc, c'est important de le signaler, votre changement de domicile, si vous avez une résidence au Portugal, auprès des organismes en France. Donc, par exemple, la banque, la caisse de retraite, les assurances maladie, tout ça, il faut les prévenir de votre changement de domicile pour que tous les papiers soient bien faits, que tout suive bien.
Voilà, il faut aussi penser aux véhicules. Donc, comme je disais tout à l'heure, on est à proximité géographique de la France. Donc, si vous souhaitez venir avec votre véhicule, très bonne idée, pourquoi pas. Il faut bien prendre en compte qu'est-ce qui va être impacté sur le véhicule. Est-ce qu'il y aura des taxes? Est-ce qu'il faut refaire l'immatriculation? En l'occurrence, oui, il y a des chances qu'il faille avoir un certificat de conformité sur votre véhicule. Donc, renseignez-vous dessus si vous souhaitez venir avec. Et pour ceux qui ont un chat ou un chien ou un autre animal de compagnie, il faut aussi penser à ses papiers, le faire vacciner, il faut aussi son passeport. Il y a un petit tour chez le vétérinaire, il faut aussi y penser avant parce qu'après, on peut se retrouver coincé et ce serait bête de laisser son animal pour des causes administratives. Voilà sur le deuxième point. Ensuite, donc sur la santé. On recommande toujours de faire un bilan de santé avant le départ. Pourquoi? Parce que déjà, ça permet de se rassurer, de partir l'esprit plus léger. On sait qu'on n'a pas de problème, ou si on a un problème, on a discuté d'une solution avec le médecin pour anticiper un maximum et partir sans stress. Donc, faites un bilan, prise de sang, etc., tout ce dont vous avez besoin. Et voyez avec votre médecin traitant, donc si vous avez un traitement, comment le poursuivre au Portugal, si vous êtes à jour sur les vaccins, voilà, tout ce genre de choses, ça vous permettra de partir vraiment l'esprit bien plus tranquille. Ensuite, pensez à vous renseigner sur la protection sociale dont vous aurez besoin. Donc là, c'est pareil, ça va dépendre des besoins spécifiques à chacun. Il n'y a pas de vérité absolue dessus. Est-ce que vous avez besoin d'avoir une assurance locale? Est-ce que vous préférez avoir une assurance internationale? Quels sont vos besoins de continuité de soins si vous rentrez en France, par exemple? Vous pouvez aussi penser à demander la carte d'assurance maladie européenne qui peut vous servir, faire appel à des assurances privées comme la CFE, vous inscrire au service national de santé au Portugal pour avoir l'équivalent d'assurance maladie sur place. Voilà, c'est à vous de voir ce dont vous avez besoin selon votre besoin, selon votre profil. C'est-à-dire qu'un étudiant ne va pas avoir forcément les mêmes besoins qu'un retraité en termes de protection sociale. Donc, renseignez-vous bien là-dessus, sur les démarches auxquelles penser avant de partir. Comme ça vous permettra de voir ce qu'il faut faire sur place, ce qu'il faut faire en amont et ce qu'il faut faire en rentrant potentiellement si vous décidez de rentrer un jour. Voilà sur la santé. Ensuite, donc pour ceux qui ont des enfants qui s'expatrient en famille, c'est important de se renseigner sur la scolarité des enfants. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir vous avez différentes possibilités pour la scolarité de vos enfants, mais surtout, il faut s'y prendre en avance parce que les inscriptions peuvent parfois prendre du temps et les places peuvent être limitées. Donc, il faut bien anticiper tout ça. Donc, c'est à vous de voir, pareil ici, selon vos envies, les envies de vos enfants aussi, bien sûr. Est-ce que vous souhaitez un système scolaire local? Est-ce que vous préférez vous tourner vers des écoles internationales ou encore des établissements français? Vous pouvez aussi opter pour l'enseignement à distance, par exemple. Tout ça, c'est vos décisions. Nous, on ne peut pas les prendre à votre place. J'essaie juste de vous donner différentes clés pour y penser. Donc, vous pouvez pour ça vous tourner pareil vers des administrations comme l'AEFE, l'Agence de l'enseignement français à l'étranger, ou encore pour le CNED si vous voulez faire une éducation à distance. Voilà sur la scolarité. Ensuite, au niveau fiscalité, c'est un point qui va susciter, je pense, des questions. Il est important de vérifier la convention de non-double imposition. Donc, que ce soit avec la France, ça peut aussi marcher pour la Belgique, peu importe votre pays, vérifiez bien les conditions de la convention parce que ça vous permettra de mieux anticiper, de mieux comprendre votre résidence fiscale. Informez-vous bien d'ailleurs sur votre résidence fiscale. Est-ce qu'elle est en France? Est-ce qu'elle est au Portugal? Comment vous voulez voir la chose, si je puis dire. Et renseignez-vous bien aussi sur le statut de résident non habituel, donc RNH. Quelles sont les conditions, comment impacte, quels sont les avantages du statut, pardon. Donc tout ça, vous pouvez vous tourner vers les centres des impôts, vous pouvez faire appel à un conseiller fiscal si vous avez besoin d'aide pour vous y retrouver, parce que ça peut être parfois un peu compliqué de comprendre tous les tenants et aboutissants. Donc n'hésitez pas à vous faire aider, des spécialistes sont là, ils sont là pour vous aider, donc n'hésitez pas.
Et puis, c'est important du coup de vous enregistrer auprès des services fiscaux au Portugal et de demander votre numéro d'identification fiscale, le NIF. En principe, maintenant, beaucoup de demandes de façon globale se font en ligne. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile quand même. Ça permet d'anticiper la chose et de trouver des informations en ligne. Mais ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas à vous déplacer une fois sur place pour aller donner les documents en personne. Voilà, c'est juste, ça aide à avoir les informations en avance. Ensuite, le dernier point de la checklist, ça va être sur la banque et aussi le patrimoine. Donc, il faut bien penser à informer votre banque lorsque vous partez au Portugal pour plusieurs choses. Donc, si votre banquier voit des mouvements au Portugal, il peut se dire « Oh, c'est pas normal, il s'est peut-être fait voler sa carte, je vais la bloquer ». Donc, pensez bien à l'informer. Je vous en parle parce que ça m'est arrivé. Donc, informez votre banquier à l'avance. Votre banquier vous en remerciera et vous serez content de pouvoir utiliser votre carte. Voilà. Sinon, c'est aussi important pour préparer vos dépenses au Portugal. Aussi, si vous rentrez en France pendant votre expatriation, il faut que la banque soit au courant. Donc voilà, pensez vraiment à les tenir au courant. Vous pouvez faire le point, en profiter justement pour faire le point avec votre banquier sur votre situation, sur les produits auxquels vous avez droit et n'avez plus droit, parce que si vous changez de résidence, vous n'avez plus forcément les mêmes accès aux produits banquiers. Donc, prenez le temps d'en discuter vraiment avec votre ou vos banques d'ailleurs, de faire le point sur vos placements et sur votre patrimoine. Donc là, c'est pareil, si vous avez besoin d'aide, il existe aussi des spécialistes pour vous orienter sur la gestion patrimoniale. Ensuite, il peut être opportun d'ouvrir un compte bancaire au Portugal. Donc pareil, il faut se renseigner sur les documents dont vous auriez besoin. Pourquoi ouvrir un compte au Portugal? Ça peut vous aider pour les dépenses quotidiennes. Par exemple, aussi si vous êtes salarié pour toucher votre rémunération, ça peut être utile. Et ça peut, oui, vous aider pour toutes les démarches aussi sur place. Donc, renseignez-vous dessus. Est-ce que vous en avez besoin ou est-ce que votre compte en France suffit? Est-ce que vous voulez fermer votre compte en France, ne garder qu'un compte au Portugal? Voilà. Il faut prendre le temps de la réflexion. Donc, on sait toujours de garder un compte en France parce que quand vous y retournez, ça reste toujours pratique d'avoir au moins une utilité, on va dire, avec la banque française. Donc voilà, posez-vous vraiment toutes ces questions, de quoi vous avez besoin, de quoi vous avez envie, et faites-vous aider pour comprendre tous les tenants et aboutissants de ces changements quand vous expatriez. Voilà sur la banque. Alors, donc une fois que vous aurez réalisé toutes les démarches, bon, là c'est une liste, je vous dis, elle n'est pas exhaustive, on pourrait la rallonger, chacun a ses besoins, chacun a ses spécificités, donc j'insiste encore, informez-vous et préparez-vous. Notez tout ce que vous voyez, c'est très important. Donc, une fois que vous aurez réalisé un petit peu cette préparation, vous allez arriver au Portugal. Super, là on est tout excités, la grande aventure commence. Et à ce moment-là, vos besoins vont aussi changer. C'est-à-dire que vous n'allez plus être dans la préparation et la recherche d'informations. Maintenant, vous allez vous concentrer sur votre nouvelle vie au Portugal, sur votre quotidien et sur le quotidien de votre famille aussi, si vous venez en famille, sur les rencontres que vous allez faire, bref. Sur votre expérience personnelle maintenant, ce ne sera plus de l'administratif ou du fictif, entre guillemets. Alors, voilà, donc ce que je disais, vous allez vous concentrer sur la vie quotidienne, comment vous pouvez poursuivre vos loisirs, découvrir de nouveaux loisirs également. C'est aussi l'opportunité quand on s'expatrie de découvrir des nouvelles choses, donc il faut en profiter. Et comment vous allez faire des rencontres. Donc tout ça est lié, ça va faire un tout et ça va faire émerger votre expérience. Alors, je voudrais attirer votre attention sur les différentes phases de l'expatriation. Donc, il y a des sociologues qui ont travaillé sur cette idée de phase d'expatriation et surtout sur une courbe d'adaptation culturelle. C'est la courbe en U. Comme vous pouvez le voir, elle fait un U, tout simplement. En fait, c'est une courbe qui va un peu déterminer votre état émotionnel au cours de l'expatriation. Alors, pourquoi je vous parle de ça? C'est pour que vous ayez bien conscience qu'il y a différentes étapes et qu'elles sont normales. Il ne faut pas s'inquiéter.
tout est normal. Les étapes se succèdent. C'est une question de temps. Donc, pas de panique. On y va progressivement. Alors, la courbe, on va dire qu'elle se détache en 4 étapes. La première, c'est donc la lune de miel que vous voyez avec un petit cœur rose très mignon. Donc là, c'est quand on arrive. On est fraîchement arrivé, tout est rose, tout est beau. On est vraiment sur une phase de découverte, d'émerveillement. Voilà, on est sur le... C'est génial, très excité. Voilà, on a une énergie débordante. C'est super. Ça va durer sur les premiers mois, je dirais jusqu'à 3 4 mois. Pareil, c'est pas exhaustif, ça dépend de chacun, c'est une moyenne. Donc pas de panique, si ça dure plus ou moins longtemps, c'est pareil, c'est juste pour donner un ordre d'idée. Puis après cette phase-là, du coup, on aura une étape de choc culturel. C'est en fait, à ce moment-là, on va se rendre compte des différences culturelles qu'on peut avoir. Ah oui, ben tiens, ça, c'est pas comme chez moi. Moi, je fais pas comme ci, je fais pas comme ça. Puis ça, c'est différent. C'est à ce moment où on est un peu dans une zone d'inconfort et ça peut amener à une petite déprime ou un manque du pays. On se dit, oh mince, j'ai loupé le mariage d'un proche parce que je peux pas être là. Voilà. Donc, pas de panique, c'est temporaire, c'est juste un petit moment où on prend du recul aussi sur la situation. On se dit, waouh, en fait, il y a plein de choses auxquelles je n'avais pas pensé culturellement parlant. C'est pas grave parce que la phase d'après, c'est l'adaptation. Et donc, vous voyez, là, c'est la courbe qui remonte. Donc, l'adaptation, en fait, c'est une fois que vous avez eu cet état des lieux des différences culturelles, vous allez instinctivement chercher à vous y adapter, à faire des ajustements pour intégrer ces différences culturelles en fait à votre quotidien. Et donc là, vous allez commencer à mieux maîtriser les codes et à mieux vous intégrer aussi et à assimiler toutes les différences. Donc là, hop, c'est bon, on repart, on reprend confiance en soi et on reprend cœur à l'expatriation. Et on arrive à la dernière phase, qui est une phase de maîtrise, où là, ça y est, on se sent intégré. Vous avez trouvé vos repères, vous avez ajusté votre vie quotidienne sur la vie locale, parce qu'on s'expatrie aussi pour ça, c'est pour vivre de façon plus locale. Et là, vous allez commencer à avoir ce sentiment d'appartenance et vous allez vous dire, ah, c'est bon, là, je suis à la maison, maintenant c'est chez moi, j'ai bien compris les codes et ça y est, quoi, je suis intégrée. Donc voilà, je voulais prendre un petit peu de temps pour parler de ça avec vous parce que je pense que c'est important d'avoir ça en tête, de le garder en tête. Voilà, il y a différentes phases, c'est pas grave, pas de panique, tout finit par passer, il faut juste prendre du recul, on reste calme, on panique pas. Et vous avez aussi le droit d'être inconfortable avec votre expatriation, c'est pas un souci. Voilà. Alors, eh bien, je vais arriver sur ma conclusion. Donc, je vais vous le répéter encore une fois. La clé pour réussir votre expatriation, c'est se préparer, s'informer. Et une fois que vous êtes bien informé, que vous avez toutes les clés en main, allez-y. Il y aura toujours une petite part de doute. Vous pourrez jamais, vous pouvez être sûr à 100%, mais il se peut que vous ayez toujours une petite part de doute. C'est pas grave, on ose, on y va, mais on n'y va pas à l'aveugle. On y va une fois qu'on est préparé. Voilà, c'est tout pour moi. Et, pensez bien à garder tout ça en tête et lancez-vous, ce sera que du bonheur. Merci Camille pour cette présentation très concrète, rapide, mais un survol rapide, mais on a, je pense, bien balayé tous les sujets. Je Euh, l'espère. oui, vraiment. Et moi, pour avoir vécu quelques expatriations, je confirme tout ce que vous avez dit, notamment cette courbe d'adaptation, où c'est normal d'avoir des doutes, hein, ça je le confirme aussi, je fais un peu témoignage de mon expérience personnelle, mais on a toujours des périodes de doute ou des périodes où on se sent moins bien, C'est ça. mais cette période, elle dure, il y a une question justement sur la durée de cette période d'adaptation. Oui, En fait, ça, c'est très personnel. Donc, c'est mais ça. d'une façon générale, je pense que quand on veut partir, il faut avoir une ouverture d'esprit déjà importante et être prêt à s'adapter et pas essayer de conserver ce qu'on a en France. Ça, c'est très important. C'est ça. Il ne faut pas résister à l'adaptation. Tout à fait. Alors, on a quelques questions déjà. On va avoir là, vous pouvez, encore une fois, hein, je vous ai mis sur le chat, vous pouvez vous poser vos questions sur la rubrique Q&A. On a plusieurs questions qui concernent le système de santé. Oui, Alors, le système de santé ici au Portugal, c'est un peu particulier et peut-être un peu déroutant quand on arrive de France. Il y a un système public et un système privé qui sont complètement indépendants l'un de l'autre. Et donc, pour pouvoir bénéficier du système public, il faut être enregistré
au système de santé. Donc, vous devez vous enregistrer dans le centre de santé qui dépend de votre domicile. On vous donnera un numéro d'assuré. Et là, ça vous donne accès au système public dont les frais sont très peu chers. La qualité des soins est très bonne dans les deux systèmes. Ouais. Ensuite, le système privé vous permet déjà d'aller chez le dentiste et l'ophtalmologiste, par exemple, et de ne pas trop attendre. Mais là, c'est complètement payant et vous avez un système d'assurance. Ce n'est pas un système de mutuelle. Là, c'est vraiment un système d'assurance qu'il faut prendre spécifiquement, qui permet, suivant le niveau de couverture de cette assurance, de rembourser complètement ou partiellement les frais que vous aurez dans le système privé. Mais la sécurité sociale portugaise n'intervient pas du tout dans le système privé comme elle pourrait le faire en France. Donc ça, voyez bien ça avant de partir, c'est important. Il y a différents systèmes d'assurance qui existent au Portugal. Il y a le système, vous en avez parlé, de la Caisse des Français de l'étranger aussi, qui peut être assez intéressant parce qu'elle permet aussi de continuer à poursuivre des soins en France. Il y a aussi des assurances portugaises ou des groupes français qui sont ici au Portugal qui permettent de se faire soigner dans les deux pays. Donc là, il faut vraiment bien se renseigner là-dessus. Autre question qui concerne le RNH. Oui. Alors là, bon, chaque situation est très personnelle. Et la question qu'on a, c'est justement quelqu'un qui est en phase de création de société. Alors déjà, sachez que la Chambre peut vous accompagner sur la formalité de création de société, donc n'hésitez pas à venir nous voir pour qu'on puisse vous renseigner. Mais pour le RNH, il y a quand même quelques critères auxquels on ne peut pas échapper. C'est il ne faut pas avoir résidé au Portugal dans les 5 ans qui précèdent la demande de RNH. Et la deuxième, c'est de bien respecter la date, parce que vous n'avez qu'une seule chance, c'est qu'il faut présenter votre dossier avant le 31 mars de l'année d'arrivée, enfin, qui suit l'arrivée de votre arrivée. Donc, ça, c'est très important. Ensuite, il y a d'autres critères qui correspondent à la qualification ou à la fonction que vous allez exercer au Portugal ou au métier. Il y a une liste qui existe et qui est disponible sur le site des finances au Portugal. Donc là, c'est plutôt aux juristes de regarder ça. Donc, là, c'est un peu, chaque situation est tellement indépendante que c'est difficile de répondre. Et puis, en plus, moi, personnellement, je ne suis pas juriste, donc je vous réponds à ce sujet-là. Est-ce qu'on a d'autres questions? Ne soyez pas timide. Je vais peut-être revenir aussi sur la question fiscale et la gestion de patrimoine, parce que c'est souvent des questions sur lesquelles on est interrogé ou qu'on peut avoir. Encore une fois, il faut bien préparer votre départ. Ça, je pense que c'est crucial, et notamment pour des gens qui ont du patrimoine en France et qui souhaitent conserver ce patrimoine et avoir des revenus de patrimoine en France. Attention, parce que dans certains cas, si vous avez un patrimoine assez élevé, le fisc français pourra vous dire votre centre fiscal reste en France et vous devrez payer tous vos impôts en France, et voire même avoir une double imposition au Portugal. Donc attention, préparez bien votre départ, allez voir le fisc français. Moi, je pense que c'est mieux d'aller les voir avant plutôt que d'avoir des problèmes après. Et ils sont plutôt assez ouverts à la question quand on va les voir. Donc préparez bien ça, c'est très important. Alors là, j'ai une question plus pour vous, Camille, c'est de savoir si on peut vous parler en direct ensuite ou comment on peut vous interroger. Oui, j'ai mis mon mail à la fin du PowerPoint. Vous pouvez m'écrire à camille@expat.com. Je serai ravie de répondre à vos questions. Et puis sinon, n'hésitez pas à aller sur le forum Portugal si vous avez des questions à adresser aux expatriés qui pourront vous aider avec leur expérience. D'accord. Et puis donc, encore une fois, alors nous, c'est vrai que la Chambre de commerce, on est plus tourné vers le monde des entreprises, mais même si vous êtes un particulier ou si vous êtes en phase de préparation de votre expatriation, vous pouvez toujours nous interroger et on pourra vous mettre en contact avec nos membres ou avec des professionnels, que ce soit des juristes, des experts comptables, des banquiers, qui seront là pour répondre à vos questions. Niveau fiscal, français, alors, là, une question sur toujours fiscal. Si un Français avec un contrat de travail portugais a-t-il des avantages au niveau des taxes IRS sur le salaire? Alors,
il y a deux choses à voir. D'abord, les taxes qui sont retenues sur le salaire, là, elles sont moins importantes qu'en France, puisque la part patronale, c'est 23,75% et la part que paye le salarié sur son salaire, c'est 11% aujourd'hui. Donc ça, c'est un peu moins élevé. Par contre, l'IRS est calculé à peu près de la même façon qu'en France. Vous avez des tranches d'imposition, dépend aussi de ce qu'on appelle en France le quotient familial, si vous avez des enfants ou pas, si vous êtes célibataire. Mais là, les taux d'imposition sont plus élevés qu'en France si on est dans le régime normal. Il y a moins de tranches d'imposition et on est très vite dans les tranches les plus élevées. Donc attention à voir ça aussi. Encore une fois, hein, voyez des fiscalistes parce que chaque situation est bien particulière. Donc, C'est ça, d'où l'importance d'avoir des spécialistes dans chaque domaine, c'est vraiment essentiel. d'autres questions? Bon, le sujet est tellement vaste que j'espère qu'on ne vous a pas découragé de vous expatrier. Non, non, dans tous les cas, si vous avez des questions, on restera disponible. Posez toutes vos questions. C'est aussi une clé pour s'informer. Il faut être curieux. Il faut pas hésiter. Il faut aller chercher de l'information au-delà de ce dont on pense avoir besoin. Et puis toujours, ce qui est important, et ça aussi au Portugal, il faut croiser l'information. Parce qu'en fait, vous allez vous rendre compte quand vous préparez votre expatriation, vous avez beaucoup d'intervenants. Et donc, croiser l'information, c'est important parce que les interprétations peuvent être différentes parfois. Donc, et il ne faut pas hésiter à aller voir des gens qui ont pignon sur rue. Enfin, moi, je pense qu'il ne faut pas hésiter à dépenser un peu d'argent et à consulter des cabinets d'avocats qui ont pignon sur rue parce que ça, c'est quand même important. Tout à fait. Donc, quels spécialistes doivent être consultés? Ben là, encore une fois, c'est vraiment en fonction de votre situation personnelle. On parlait tout à l'heure, par exemple, d'immatriculation de la voiture. C'est vrai qu'au Portugal, c'est une formalité assez complexe quand on arrive de France avec sa voiture française. Et là, il y a des gens qui sont spécialisés pour l'immatriculation de la voiture. Donc ça, oui, il faut vraiment aller voir des spécialistes. Des comptables aussi. Alors, les comptables, là, je pense que c'est quelque chose d'important, surtout pour les professionnels, mais même aussi si vous avez du patrimoine ou si vous allez acheter un bien ici. Alors ça aussi, sur la transaction immobilière, attention, parce que ça ne se passe pas comme en France. Donc là, vous devez, de toute façon, principe de base au Portugal, il faut avoir un avocat. Donc, pour s'accompagner de beaucoup de formalités, notamment dans la transaction immobilière, parce que le notaire au Portugal n'a pas du tout la même activité, la même reconnaissance qu'en France. Et donc, c'est plutôt l'avocat qui va gérer en fait avec vous tout le dossier d'achat. Et il faut vraiment être très, très, très vigilant sur la transaction immobilière au Portugal. Alors, nous avons d'autres questions. Alors, si donc un entrepreneur qui s'installe, qui a une société dont la société est en France, mais qui s'installe au Portugal, peut-il conserver la sécurité sociale française et bénéficier du système de services de santé portugais? Alors, là, c'est très spécifique. Si vous êtes en France, avec une société en France et que vous payez la sécurité sociale en France, vous allez pouvoir conserver, a priori, vos droits en France. Mais attention quand même, parce que si vous habitez au Portugal et que votre centre fiscal finalement bascule sur le Portugal, la sécurité sociale risque peut-être vous dire que, bon, il y a peu de risques. Après, bénéficier du système portugais, là, on va dire qu'en cas d'urgence, si vous avez un accident, vous serez pris en charge ici au Portugal, parce que votre carte vitale est aussi un peu valable en France et vous avez des droits en tant qu'Européen dans l'Union européenne de vous faire soigner dans le système public portugais ponctuellement, attention, ponctuellement, parce qu'au bout d'un moment, vous allez devoir payer quand même contribuer à la sécurité sociale portugaise si vous voulez bénéficier des droits. Dans le privé, là, vous pouvez y aller comme vous voulez, évidemment, en payant. Il n'y a pas de souci, donc vous pouvez vous faire soigner en privé ici au Portugal. Autre question, micro-entreprise en France et salaire au Portugal, où doit-on payer nos impôts? Là, je ne suis pas fiscaliste, il ne dépend encore de votre centre d'intérêt fiscal.
où vous habitez, où êtes-vous domicilié, si vous avez des enfants, où sont-ils scolarisés, où est votre vie principale. Et ça ne dépend pas forcément du travail. Et ça dépend aussi de votre patrimoine. Est-ce que vous avez du patrimoine en France, du revenu de ce patrimoine? Donc là, il faut regarder ça aussi avec quelqu'un qui est un spécialiste, un expert comptable ou un fiscaliste, parce que c'est difficile de vous répondre comme ça. Alors, oui, alors sur l'immatriculation encore, j'en ai une question sur l'immatriculation des véhicules français au Portugal. Oui. Si, c'est assez fastidieux parce que, et onéreux. Il y a un litige déjà européen toujours entre l'Union européenne et le Portugal sur le paiement d'une taxe qui s'apparente à payer 2 fois la TVA. Mais donc, vous allez être imposé assez fort. Et là aussi, il faut faire appel à des professionnels parce que, en plus, quand on ne maîtrise pas la langue, c'est assez complexe. Donc il y a des gens qui font ça très bien. Et on pourra, si vous souhaitez, transmettre les coordonnées. Mais faites bien attention à ça. Moi, je pense que pour l'avoir vécu aussi personnellement, le plus simple, c'est peut-être de vendre son véhicule en France et d'en acheter un au Portugal. Je pense aussi. D'autres questions? Non. Bon, de toute façon, vous pouvez, encore une fois, que ce soit expat.com ou nous, la Chambre et d'autres prestataires qui participent ici, on est disponible pour répondre à toutes vos questions. On a enregistré ce webinaire, donc on va pouvoir vous le communiquer aussi si vous avez aussi, si vous voulez voilà, repréciser un peu les choses. Camille, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Mais non, c'est tout pour nous. Foncez, allez-y, mais préparez-vous bien. Gardez ça en tête. Oui, donc Et puis, voilà, pour conclure, je crois que c'est ça. Il faut vraiment foncer. C'est une décision qui peut être parfois lourde à prendre parce qu'en France, on a notre confort, on a nos habitudes de vie. Et c'est vraiment d'abord un choix de vie. Et on bascule un peu dans l'inconnu, mais c'est ça qui fait l'attrait de la chose. Donc l'expatriation est quelque chose d'enrichissant et au Portugal, quelque chose de plutôt assez facile. Même s'il faut encore une fois être bien préparé, on insiste là-dessus, c'est la préparation qui fait tout et qui fait le succès de l'expatriation. Voilà, je voudrais simplement vous signaler, donc bien sûr, la Chambre de commerce, on a des listes de contacts qu'on pourra éventuellement vous fournir dans certains cas, mais vous signalez aussi qu'on organise un certain nombre de réunions, et notamment, alors c'est un peu loin, c'est au mois de novembre, mais le 23 novembre à Lisbonne, on aura un séminaire ou un forum sur le thème de vivre et travailler au Portugal. Et là, vous pourrez rencontrer en face à face tous les intervenants qui seront capables de répondre à vos questions. Donc, ça vous laisse le temps de prendre votre billet d'avion, de réfléchir jusqu'au mois de novembre et pour pouvoir bien préparer votre expatriation. Voilà, mais enfin, de toute façon, vous pouvez consulter aussi notre site internet ccilf.pt où là, vous avez tout notre programme et vous êtes bien sûr les bienvenus pour participer à nos actions. Voilà, merci d'avoir participé à ce webinaire ce matin. Et puis, j'espère bientôt vous retrouver dans d'autres réunions et je vous souhaite une excellente journée. Merci à vous. merci. Au revoir.